Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour ce premier débrief de ce Grand Prix à Jeddah. Donc sans plus attendre, on va immédiatement débattre de ce deuxième Grand Prix de la saison. Et on va notamment parler donc de la victoire de Sergio Pérez, de la deuxième place de Max Verstappen, mais aussi des Mercedes et des Ferrari. Je vous laisse vous installer confortablement et on débrief immédiatement. C'est parti. Donc on est ici avec le youtubeur GeoF1 qui va m'accompagner donc pour ce petit débrief entre amis. Salut Géo, comment tu vas? Bonsoir à toi Anto, bien merci pour tout d'abord pour ton invitation pour ce débrief, c'est une idée très intéressante. Ainsi comme ça on va pouvoir débriefer le Grand Prix et puis voir ensemble les surprises du jour. Et on essayera de faire ça tout au long de la saison pour analyser autour de passionnés. Donc voilà, on est parti et puis j'espère que vous passerez aussi un bon moment avec nous. Et ensuite donc j'ai le plaisir de vous présenter donc l'un de mes plus fidèles abonnés, donc Exode qui me suit depuis déjà un an, donc quasiment la création de la chaîne, et Exode qui a commencé à me suivre notamment, et là c'est le fruit du hasard, depuis le GP de Jeddah. Salut Exode, comment tu vas? Bonsoir à toi, comment ça va? Comment ça va à toi aussi Géo? Comment vous allez tout le monde? Ça fait super plaisir de venir ici, j'étais pas du tout prêt. Je sais. J'étais pas prêt à ce qu'on me propose en tout cas, mais moi ça m'a fait super plaisir, super plaisir de venir, donc j'espère que ça va être sympa. On sera ravis. Ouais, on sera ravis de partager ton analyse et puis d'avoir ton avis sur le Grand Prix, et puis c'est entre passionnés de F1, c'est parfait pour démarrer comme ça. Histoire de passer un bon moment tous ensemble. Ouais. Alors à noter les gars que nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes juste là une bande de potes qui débriefons d'un Grand Prix qu'on vient de voir, qu'on vient de savourer, comme si on était donc une bande de potes dans un salon autour d'une bonne petite bière. Donc ne venez pas nous accabler dans les commentaires si ce qu'on dit n'est pas vraiment ce que vous pensez. Voilà, c'est en mode détente, on est là pour passer un bon moment. Donc sans plus attendre les amis, on va déjà parler de ce Grand Prix de Jeddah. Donc avec la victoire de Sergio Pérez, la 5e de sa carrière, le pilote mexicain qui a souvent gagné donc dans les Grands Prix nocturnes en ville, puisqu'on se souvient qu'il avait gagné à Singapour en 2022, il avait gagné à Monaco aussi en 2022, et il avait gagné donc aussi en Azerbaïdjan, et il aurait pu gagner l'année dernière le Grand Prix de Jeddah, mais on se souvient tous que la voiture de sécurité lui avait joué des tours. On a en deuxième position donc Verstappen qui en plus de ça a empoché le meilleur tour, donc très belle performance de Max Verstappen qui est parti donc 15e suite à un problème donc de boîte de vitesse si je dis pas de bêtises hier lors de la Q2, et on retrouvera dans la troisième position donc George Russell puisque le Fernando Alonso a pris donc 10 secondes de pénalité supplémentaire, ce qui le prive malheureusement de podium, et c'est donc le pilote britannique George Russell donc qui profite de cette pénalité pour se retrouver donc sur le podium. Donc on va déjà dans un premier temps faire un petit point sur le classement les gars, qu'est-ce que vous en pensez, et après on passera à la note du GP, ça vous convient? Oui tout à fait, oui. Ouais, ok. Procédons. Alors donc petit point sur le classement, donc Max Verstappen est en tête puisqu'il a obtenu le point du meilleur tour, il devance son coéquipier Sergio Pérez qui est deuxième donc avec 43 points. À la troisième position on retrouve donc Fernando Alonso avec 30 points. Et donc 10 points derrière, on retrouve Sainz 4e à égalité de points avec Hamilton qui est donc 5e. À la 8e place, on retrouve donc non, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Si. Leclerc, pardon, je vais y arriver. Et 8e donc avec... alors j'ai fait une erreur, je crois. C'est pas 6 points, hein, c'est 16 points, je crois qu'il a changé Leclerc. Hein. Ah non, 6 points, parce qu'il a abandonné à Bahreïn. Il a abandonné à Bahreïn. Il a abandonné. Donc, 8e, donc ouais, Leclerc avec 6 points. Et on retrouve les deux Français, Ocon et Gasly, à la 10e et 11e place avec 4 points chacun. Et un petit point sur le constructeur pour voir que Red Bull donc, a déjà pris largement le large, puisque l'équipe autrichienne est donc leader avec 87 points. Et en deuxième position, on retrouve Aston Martin avec 38 points, à égalité de points avec Mercedes. 4e, Ferrari avec 26 points. Et 5e, donc Alpine avec 8 points. Les amis, vous allez me donner maintenant une petite note de ce que vous avez pensé de ce GP. Le barème, c'est très simple. 1, nul. 2, bien. 3, normal, sans plus, quoi. 4, super. Et 5, spectaculaire. Donc, on va commencer par toi, Exode. Personnellement, pour moi, c'est un 3, parce que il y avait des déplacements par-ci, par-là, ça partait assez rapidement, mais
Oui, il y avait une safety car qui est un peu inutile à mon goût. Lance Stroll était littéralement dans l'endroit pour abandonner. Bon, ça a un peu gâché en plein milieu de la course. Et les pénalités de Fernando Alonso qui ont un peu gâché son podium aussi. Donc je dirais pas que c'est une mauvaise course, mais c'était pas non plus la meilleure course au monde. On a connu mieux Jeddah en effet, ouais. Et toi, Géo? Oui, je suis assez d'accord avec Exot. Oui, 3,5, enfin il n'y a pas les demi, mais c'est pas non plus une course. Oui, voilà, 3,5, parce que c'était quand même il y avait du rythme, c'est un circuit rapide, en même temps c'est un circuit urbain. Mais on peut pas dire que... entre guillemets, il y a la déception, comme Exo a dit, pour Alonso. Mais après, deux safety cars quasiment dans la même course, avec ce qui s'est passé. Et puis le Stroll était dans la zone de dégagement. Donc je pense que c'était pas utile de sortir la safety car. Donc ça a fait perdre du rythme de course. Donc ça a beaucoup mis des stratégies un peu à l'eau, et on va en parler plus tard, et notamment celle de Charles Leclerc, le pauvre, qui a été piégé avec cette voiture de sécurité. Donc malheureusement, je suis entièrement d'accord avec vous les gars, je mettais un 3 aussi, voilà, normal, mais on va pas s'extasier non plus. Voiture de sécurité, on est tous d'accord, ça a un peu gâché. Les pénalités de Fernando Alonso, bon, ça a pas vraiment gâché parce que ça n'a pas eu d'impact vraiment sur la course. Mais c'est vrai que ouais, c'était un GP, ouais voilà, j'espère qu'on connaîtra mieux. Je pense que Bahreïn était mieux quand même au niveau intensité, niveau, voilà, je pense que c'était mieux à Bahreïn. Et puis disons que si on... Oui, vas-y, Exa. Oui, non, mais c'est vrai que en termes, par exemple, moi, le truc à Bahreïn qui m'avait le plus fait, on va dire, m'avait plus extasié, on va dire, c'était surtout la remontée de Gasly, c'est le truc que je regardais le plus. Qui a quand même fait de P20 à P9. Ah bah oui. Voilà. Ah. Et un peu voir le rythme des Red Bull, j'étais un peu abasourdi. Oui, on va en parler aussi. Voilà, on va en parler, ne vous inquiétez pas les gars. Bah, le problème pour Leclerc là, c'est qu'il a été prévenu trop tard. Il avait passé déjà la ligne des stands et ils l'ont prévenu trop tard. Il n'était pas content à la radio. Donc ça a ruiné sa stratégie aussi, ça. Oui, mais Leclerc rentre avant la safety car. Hein. Leclerc, il rentre... alors, je me rappelle plus quel tour il rentre exactement, mais il me semble qu'il rentre au moment où Verstappen est juste derrière, et on croit qu'il va passer Leclerc facilement avec la vitesse de pointe de la Red Bull, mais Leclerc, on lui dit de boxe, donc il boxe, et je crois que c'est genre 1 ou 2 tours après que... Qui a la safety car. Oui. Mais justement, il aurait voulu dans ce cas pouvoir durer plus longtemps et perdre moins de temps sous safety car pour pouvoir s'arrêter. Ouais, mais tu peux pas le prévoir que dans la safety car, il va tomber 2 tours après. Oui, c'est ce que son ingénieur lui a répondu aussi, oui. On a le même problème que Pérez avait subi l'année dernière, tout simplement. Hein. Pérez s'était fait largement avoir avec la voiture de sécurité. Et c'est ça, oui. C'est le cas. Bon, si mais on est d'accord. Oui. Juste, si vous voulez savoir rapidement, c'est Leclerc et la boxe tour 16 et Hamilton c'était à peine 2 tours plus tard, donc à la sortie de la safety car. Donc, voilà, donc bien 2 tours plus tard. Ouais. Donc c'était ce qui était. Ouais, c'est bien ça. Merci pour la confirmation, Exo. Du coup, les gars, on va passer sur le premier thème. Donc, le premier thème, on va parler un petit peu de Red Bull. Red Bull qui marche sur tout le monde, hein, on va pas se cacher. Je pense que là, ils nous ont fait une démonstration de force. Autant à Bahreïn, on pouvait dire, oui, voilà, Bahreïn, c'est là où se passent les essais hivernaux. Donc, on a le temps de peaufiner les réglages, de trouver le bon setup, le bon équilibrage de la voiture. Là, on est à Jeddah, on repart à 0. On repart sur le format 3 essais, une séance de qualification et la course. On se rend compte que là, Red Bull est nettement au-dessus. Donc, d'où la question, les gars. Pensez-vous qu'on se dirige vers une rivalité en interne pour le titre entre Verstappen et Pérez? Vas-y, je te laisse commencer. Ouais, d'accord, je te remercie. Tant que Pérez tiendra, oui, mais je pense qu'à terme, Verstappen va repasser. Parce que là, sur le rythme de la fin de course, s'il n'avait pas eu le problème de transmission, même si Pérez alignait des super tours, Verstappen grappillait, donc je pense qu'il n'y aurait pas eu le souci de transmission, Verstappen serait repassé devant. Exo a cité tout à l'heure la remontée de Gasly il y a 15 jours à Bahreïn, de P20 à la zone des points, 8 P9. Et là, Verstappen, même si c'est une voiture bien meilleure, il a fait exactement la même chose. En 6 tours, il était déjà 5e.
Donc pourtant, avec un circuit rapide, il a réussi à doubler les As qui ont une formidable vitesse de pointe. Et pourtant, il est remonté comme on aurait dit des voitures de F2 contre une voiture de Formule 1 en fait. Mais avant de donner la parole à Exode, est-ce que vous étiez étonné de la remontée de Verstappen? Parce que moi perso, je savais très bien qu'il allait remonter. Je l'avais annoncé vainqueur. Bon, comme tu l'as dit, il y a eu le problème de transmission, mais il y a eu aussi un problème au niveau des freins qui ont surchauffé chez Perez, ce qui a dû, je pense, le forcer à lever le pied quelques tours. Oui. Mais est-ce que, avant de donner la parole à Exode, est-ce que vous étiez, avec un simple oui ou un simple non, est-ce que vous étiez étonné de cette remontée de Max Verstappen? Ah non, perso. Je m'y attendais. Moi aussi. Moi, ça m'a absolument pas du tout étonné. Il l'avait déjà prouvé l'année dernière en Belgique, souvenez-vous-en, il était parti 15e pour s'imposer, ou 16e. Donc ce mec, c'est... On a eu la période Hamilton, on va avoir la période Verstappen pour moi pendant un bon moment. Du coup, Exode, alors, toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc, est-ce qu'on se dirige vers une rivalité en interne pour le titre, ou est-ce que Verstappen va s'envoler tout seul comme la saison passée? Personnellement, moi, je dirais plus que Verstappen va s'envoler tout seul parce que pour moi, je pense, et je pense que ça doit être l'avis de Red Bull aussi, Perez pour l'instant c'est un peu un deuxième pilote. Bon après c'est que le début de la saison, on peut pas savoir. Mais Perez c'est un peu le second de Verstappen qui l'aide à remonter. Bon là pour Jeddah c'était plus compliqué de le laisser remonter parce qu'il était à 5 secondes et qu'il avait déjà commencé en pole. Mais non pour moi Perez ça, à moins que Perez surperforme sur les autres courses aussi et qu'il puisse challenger Verstappen au championnat. Pour moi, Perez restera pour l'instant le deuxième pilote qui va toujours aider Verstappen à gagner tous ses titres de champion du monde. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu ce problème en ce moment, que ce soit chez Ferrari ou chez Mercedes. Voilà, vous avez le cadre et vous avez le second, quoi. C'est clair que surtout chez Red Bull, parce que chez Red Bull, on sait que Monsieur Verstappen est là tout le temps. Priorité à Verstappen quand même. Chez Mercedes, le cadre et le second, c'est en train de s'équilibrer quand même, hein, parce que Russell... Oui, mais c'est peut-être pas la même philosophie. Et puis, bon, en ce moment, ça se passe pas très bien chez Mercedes, mais on en parlera un peu plus tard. Mais c'est vrai que oui, d'un côté, c'est vrai qu'Exode a quand même raison. Enfin, vous avez raison de toute façon les deux, puisque oui, c'est vrai que Red Bull privilégie, je pense, quand même Verstappen. Oui. Et chose qui me vient à l'idée de suite aussi, il faut se dire une chose, c'est que là, Verstappen part 15e. Imaginez-vous si Verstappen partait en pole position aujourd'hui pour le GP. C'est fini. Il ferait comme un Bahreïn. Ah oui, il fait du game. C'est le mec, il passe même plus à Canal+, tellement il est tout seul. Il est sur une autre planète. Donc, oui. Donc là, forcément, il n'y a rien à dire. Sachant que lors des qualifications hier, avant son problème moteur, en Q3, il claque quand même 5 dixièmes à Perez sur le meilleur tour. C'est une demi-seconde. Stratosphérique. De toute façon, oui, Red Bull a fait Red Bull. J'ai quelques notes là sous les yeux. Red Bull, la vitesse de pointe enregistrée à Jeddah a été donc de 338 km/h, vitesse max. Pour faire un comparatif avec Fernando Alonso qui a fini à, si je dis pas de bêtises, à peu près 15 secondes de Verstappen. C'est la 9e force du plateau au niveau, flashé en vitesse de pointe. Oui. Voilà. Donc, ouais, Red Bull est tout à fait sur une autre planète, quoi. C'est surréaliste, on va dire. Ouais. Après, lors des qualifications, vous avez vu dans des essais surtout que voilà, le reste du peloton se tenait en maximum 1 seconde. Donc c'est vraiment, je sais pas ce qu'ils ont trouvé comme formule magique chez Red Bull là cette saison, mais il y a même Franck Montagny qui disait à un moment lors de la course que ils étaient même presque quasiment à 340, 341 avec l'aspiration. Donc, Donc oui, il y avait 10 km de différence, 10 km/h de différence avec toutes les autres écuries. Donc, et puis sans compter que le meilleur tour en course, Fernando Alonso il s'est fait claquer 1 seconde 2 quoi, quasiment. Hein. Oui. Quasiment 1 seconde. Donc c'est énorme, parce que l'Aston Martin, c'est quelque chose aussi cette saison, hein, on va en parler après, mais Aston Martin, ça va quand même. Mais bon écoutez, ils ont trouvé la bonne formule, tant mieux pour eux. Donc voilà, on peut dire donc on est tous d'accord qu'il va y avoir sûrement une lutte entre les deux, mais que Verstappen va vite décrocher Perez donc au fur et à mesure de la saison. Peut-être un petit peu comme il avait largué Charles Leclerc la saison passée. En termes de, en fait, pour le meilleur tour par rapport à Verstappen, son meilleur tour c'est en 1.31.9
Et Alonso, c'est 1,32,2. Donc, c'est en fait, il prend 3 dixièmes par Verstappen. Voilà. Donc, et les deux, c'est au dernier tour avec l'essence bien bas et tout. Donc, et les pneus bien travaillés aussi. Hein. Oui, aussi. Ouais, mais Verstappen l'a décroché. Ouais, donc dans le dernier tour. Merci pour les chiffres, Exode. C'est super de ta part, super gentil. Du coup, on va passer au deuxième sujet, les gars. Alors là, on va attaquer le sujet sérieux. Monsieur Alonso, dit le GOAT. Pensez-vous que Fernando Alonso va pouvoir se battre pour le titre ou uniquement se contenter de la 3e place cette saison? Exode. Personnel, alors... On est en début de saison, attention, donc on est loin de la... Voilà, il peut se passer tellement de choses, vous allez me dire, cette saison. Mais là, de ce que vous pensez là, actuellement, là, on se dit quand même, on commence à se faire une idée un petit peu des performances des différentes écuries. Oui. Est-ce que dans votre tête, voilà, vous pensez qu'Alonso va réussir à tenir la cadence pour aller jouer avec les top teams? Voilà, si je peux retourner ma question plutôt comme ça. Bon, alors, de ce qu'on voit, Alonso et Aston Martin, techniquement, pourraient se battre. Alors, en fait, je vais pas dire qu'ils peuvent se battre avec Red Bull parce qu'ils sont en dessous, mais je peux pas dire qu'ils se battent avec Mercedes et Ferrari parce qu'ils sont un peu au-dessus de ce qu'on voit en tout cas. Donc en fait, ils sont un peu... En fait, Alonso, de ce qu'on voit en fait, il joue le podium et à la limite, je pense à la fin de la saison, c'est prédictions, hein, c'est début de saison. Il pourrait limite jouer la 2e place, mais il pourra pas essayer de jouer le championnat et ça m'étonnerait qu'il aille plus bas que 3e place. À moins de problèmes de moteur ou je sais pas quoi, mais... Donc tu vois Fernando Alonso se battre au moins pour la 3e place, quoi. Enfin, pour avec les top teams, quoi. Pour... Oui, voilà. Ça joue pas le milieu de tableau, quoi. Ça va pas jouer avec Gasly, avec Ocon, ça va plus jouer avec Hamilton, Russell, Leclerc, Sainz, quoi. Oui. Ok. Et toi, Géo? Ben moi, je rejoins en grande partie l'avis d'Exode, parce que vu qu'ils ont annoncé il n'y a pas longtemps qu'il y aurait des grosses améliorations pour l'Aston Martin pour les prochains Grands Prix, au niveau des pièces et de la R&D, et vu le rythme, parce que là même Stroll, s'il n'y avait pas eu la panne aujourd'hui, Stroll tourne plus vite, un peu moins vite qu'Alonso, mais Stroll tourne plus vite que les Ferrari et que les Mercedes. Stroll... Ah oui, le dépassement qu'il a mis à Sainz là à l'intérieur, c'était de toute beauté de la part de Stroll. Stroll tournait plus vite en hard que Hamilton avec ses médiums, puisque Hamilton avait fait une stratégie inversée. Donc du coup, oui, moi je vois tout à fait... si ça continue au rythme là et si la voiture n'a pas de souci de fiabilité et que le développement continue ainsi, moi je pense que Aston Martin restera la 2e force. Et la 3e place se jouera entre les Ferrari et Mercedes. Mais je pense qu'à terme, Ferrari, s'ils font pas d'erreur, et avec Frédéric Vasseur, passera devant Mercedes. Moi, je vois Mercedes 4e. Après, Fernando Alonso, je sais pas si vous avez vu la déclaration qu'il avait faite au micro de Canal+, il avait quand même dit, voilà, il prend les courses après courses, donc normal, nous, on ne fait que dire des théories, ce qu'on pense. Mais lui avait dit clairement qu'il fallait prendre le maximum de points aujourd'hui, parce qu'il sait très bien qu'à un moment donné dans la saison, les top teams vont redresser la barre. Donc il faut prendre le maximum de points tant que justement ces écuries-là ont un certain retard par rapport à Aston Martin. Là on se base sur le début et ça peut s'équilibrer. Oui, tout à fait. Mais là, Mais après, il y a le facteur, pour moi, expérience, qui va peut-être jouer dans la balance. On va en savoir un peu plus quand on va arriver déjà à la mi-saison. Mais je pense que cette première partie de saison, il va être là, le petit Nando, et à l'expérience, et je pense que le développement va prendre un peu plus de temps que prévu chez les autres, ce qui va permettre donc à Aston Martin de marquer de gros points. On va voir, on verra à Melbourne, où c'est encore plus difficile c'est assez difficile de doubler quand même là-bas, donc on va voir les résultats que pourra faire Aston Martin. Mais je pense qu'on est une fois de plus, les amis, d'accord, plus ou moins, tout à fait, sur certains points. Oui. D'accord. Bon, mais du coup, c'est plutôt pas mal. Et là, ça va diviser, là. Alors là, le prochain sujet, les gars, il va diviser. Puisque là, on va parler de Mercedes et de Ferrari. Et j'aimerais savoir, pour vous, les gars, qui vous inquiète le plus? Géo.
Alors, pour ma part, je suis plus inquiet pour Mercedes, puisque même Toto Wolff a dit que le concept de la voiture n'allait pas du tout, et que Hamilton a dit qu'on ne l'avait pas écouté pour le développement de cette nouvelle édition de la Mercedes pour cette saison. Alors que quand on écoute le discours de Frédéric Vasseur, il y a quand même même si je pense pas que ce soit un discours de façade, il y a quand même plus de signes d'encouragement du côté de chez Ferrari que du côté de chez Mercedes. Et quand on voit... Chez Ferrari, c'est oui. Et quand on voit ce que Russell est capable de faire avec la voiture, parce que là, en qualification, il tourne à 2 à 3 dixièmes plus vite qu'Hamilton, parce qu'Hamilton Hamilton n'a pas l'habitude d'avoir une moins bonne voiture qu'il avait toutes les années où il a dominé, alors que Russell, lui, se battait avec une Williams. Donc pour lui, c'est un énorme gap d'avoir une Mercedes. Donc c'est pour ça que je pense que Russell surpasse Hamilton, et que Hamilton, ça risque de quand même l'énerver, parce qu'il n'avait pas eu l'habitude d'avoir un coéquipier hormis Rosberg qui se battait contre lui, parce que Bottas, c'était le lieutenant, hein, un peu comme Perez avec Verstappen, hein, beaucoup plus exacerbé cependant. Donc moi j'ai plus confiance de l'entente entre Sainz et Leclerc que l'entente entre Russell et Hamilton, puisque Russell, quand il a signé chez Mercedes, il a dit « je viens pas pour être deuxième pilote ». Il l'avait dit direct. Donc Russell va continuer à progresser. Et puis vu même s'ils ont résolu le problème de marsouinage, vu le manque de vitesse, et puis le problème de châssis qu'a Mercedes, je suis plus inquiet pour Mercedes que pour Ferrari. Voilà. Et toi, Exode? Personnellement, je vois aussi un peu l'avis de Gio, même si en vrai, Ferrari, certes, ils sont peut-être un petit peu concurrents, mais en vue des résultats, bon, à part je pense que c'était 4ème place de Sainz, il me semble, à Bahreïn. Problème moteur dès la première course, 6 et 7 à la deuxième. Enfin, un déficit de performance, on va dire. Personnellement, les Mercedes aussi, hein, ils avaient leurs petits problèmes à Bahreïn, mais personnellement, je trouve Ferrari sont un peu restés sur la saison d'avant, on va dire. Ils ont encore leurs problèmes moteurs, ils ont peut-être un peu plus de mal, en tout cas. En fait, un truc qui fait dire que c'est bizarre un peu, c'est que de base Jeddah c'est un peu un circuit pour les Ferrari, on va dire. C'est exactement ce que je voulais dire. Donc c'est vraiment bizarre qu'ils sous-performent sur ce circuit notamment. Et alors que les Mercedes, eux, justement, je vais pas dire qu'elles ont performé, hein, mais elles ont quand même fait 3 et 5, ce qui est que bien. Après, peut-être que c'est juste un début où après ça va bien s'améliorer et tout, mais... Quand on regarde un petit peu, on va se servir de la voiture de sécurité. On est d'accord, les amis, que quand on est sur voiture de sécurité, à la relance, vous êtes tous les uns collés aux autres. Oui. À la fin de la course, on peut voir que Russell, donc sans compter son podium, mais Russell, qui à la base finit 4ème, claque 5 secondes à Hamilton. Hamilton claque 5 secondes, 4 secondes 8 à Sainz. Sainz claque à peu près 5 secondes, je crois, un peu moins à Leclerc. Entre Russell et Sainz, il y a quand même pas loin de 10 secondes quand même. Alors, Frédéric Vasseur a annoncé qu'il avait du mal à travailler avec les hards, à les faire monter en température, parce que le début de course, Charles Leclerc, malgré le fait qu'il soit en soft, il fait une belle remontée aussi quand même. Oui. Donc il a un excellent rythme avec les softs. Il arrive à les tenir à bonne température et il les use pas trop. Et je pensais même qu'il allait tenter 2 arrêts, même si c'était totalement stupide. Mais de mettre les hards, il l'a annoncé lui aussi au micro de Canal, il s'est totalement écroulé, quoi. Enfin, c'était compliqué pour Ferrari. Et je suis entièrement d'accord avec toi que Jeddah est le circuit qui est fait pour la vitesse de pointe, et Ferrari en vitesse de pointe, normalement, c'est censé faire mieux. Donc, ouais. Et après, pour répondre à Géo, tu as très bien souligné le fait que Hamilton avait l'habitude d'avoir une top voiture qui était réglée, je pense, comme lui le souhaitait. Le changement de réglementation a fait beaucoup de mal à Mercedes. Et Russell, qui se battait avec une Williams jusqu'à présent, lui, c'est déjà bien de conduire une Mercedes. Donc, il est plus en confiance. Et je pense qu'il y a plus de frustration chez Hamilton, et ça se ressent au niveau de son pilotage,
Et aussi, tu le vois, quand il parle, il est plus aussi gai qu'avant. Il a fait une conférence de presse de 10 minutes, le mec, il avait une tête d'enterrement. C'est peut-être le début de la fin. Je dirais que, du coup, Russell, vu qu'il a passé tout le début, enfin, quasiment toute sa carrière, on va dire, dans littéralement l'une des pires voitures, en tout cas, on va dire, du plateau, je pense qu'il avait plus de facilité à s'adapter à une voiture un peu plus haute que Hamilton, qui lui a passé toute sa carrière avec Mercedes, avec l'une des meilleures voitures du plateau, justement, et d'un coup en sous-performance. C'est ça. Mais de toute façon, le débat qui avait été il y a quelques années, quand Hamilton marchait sur l'eau, il y a eu plusieurs reproches qui lui disaient, voilà, Hamilton, il a la voiture pour être champion du monde, mais si tu le mets dans une McLaren, il va pas aller te le chercher, le titre. Est-ce qu'effectivement, c'est pas en train de tourner comme ça, puisque maintenant qu'il n'a pas forcément la meilleure voiture du plateau, eh bien on se rend compte que ça devient, même si c'est un septuple champion du monde, que c'est un monstre, qu'il mérite tout le respect, bien évidemment, mais là, cette saison, ça montre que s'il n'a pas la voiture qu'il avait avant, les performances... sont plus là. Et de plus, ce qu'on peut rajouter, c'est que, imaginons Rosberg, enfin ça c'est de l'extrapolation encore, mais imaginons Rosberg n'aurait pas pris sa retraite, Rosberg c'est pas Bottas, Rosberg c'est comme George Russell. Donc je pense que, vu qu'Hamilton entre guillemets n'avait pas d'adversaire, les années où il a écrasé les saisons, hormis Vettel en 2018, qui a tenu à peu près les 2/3 de la saison. Mais s'il y a Rosberg qui serait resté peut-être, je sais pas, 2 années de plus, je suis pas sûr qu'Hamilton aurait acquis les titres aussi facilement, entre guillemets. Oui. Bon, après, bon, on parle quand même d'Hamilton. Je ne remets pas en cause son pilotage et ses capacités. Je fais juste le constat qu'aujourd'hui, moi ça m'embête. Moi, clairement, ça m'embête. J'aurais aimé que ce soit plus Hamilton qui monte sur le podium que Russell, parce que Russell aura l'opportunité d'y monter plusieurs fois dans sa carrière. Hamilton, voire septuple champion du monde, passer la saison qu'il a passée la saison dernière. Ah oui, ça n'a aucune victoire. Je suis supporter Ferrari, mais ça m'a fait mal au cœur quand même de voir Hamilton galérer autant pour une fin de carrière. Et puis là ce qu'on peut dire en plus, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes de grand talent. Parce que Leclerc, l'année dernière, il y a eu les erreurs Ferrari, mais Leclerc est un très grand pilote. Verstappen est un immense pilote. Russell est un immense pilote. Perez est un très bon pilote. Sainz un petit peu en dessous. Mais autour d'Hamilton, maintenant, il y a la nouvelle génération, ils sont très forts. Alors qu'à l'époque, il y avait Alonso, Raikkonen, Vettel, qui se sont succédés chez Ferrari, mais il y avait moins de force en face. Là, Hamilton, il a énormément de concurrents. Et Rosberg, il ne faut pas oublier Rosberg non plus. Bien évidemment. Donc, le mot de la fin, qui vous inquiète le plus? Donc, pour Géo, c'est Mercedes. Pour Exode, c'est Ferrari. Non, c'est ça? Je me trompe pas? Oui, oui. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Mais moi, le mot de la fin, je dirais que c'est Ferrari aussi qui m'inquiète le plus parce que on parle quand même du vice-champion du monde niveau constructeur et de commencer aussi mal la saison. Je comprends pas. Je comprends pas parce que tu peux être deuxième derrière Red Bull, mais avoir quand même la capacité, alors peut-être pas de te battre au 10e près, mais bon, voilà, tu prends une seconde. Mais de les voir aussi mal commencer, comme l'a souligné Exode, avec un problème moteur déjà à Bahreïn, une voiture qui n'avance pas lors des essais. Moi j'ai eu peur lors des essais, je voyais Ferrari, ils n'avançaient pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pour ne pas avancer comme ça? En globalité, je suis plus inquiet pour Mercedes, comme je l'ai dit, mais là sur la course du jour en tant que telle, puisqu'on fait l'analyse de Jeddah, je ne comprenais pas comment justement, comme Exode disait, sur un circuit normalement destiné à Ferrari, ils n'arrivaient absolument pas à revenir sur Hamilton devant eux. Ce que tu as dit Anto avec l'écart de seconde à la fin, alors qu'ils ont un moteur Ferrari. Et il y avait un écart énorme sur la ligne d'arrivée en termes de secondes. Donc on aurait dit qu'il y avait un déficit de puissance, alors que normalement ils sont censés quand même avoir un des meilleurs moteurs, bon pas comme Red Bull, mais normalement en vitesse de pointe ils doivent être dans les meilleurs. Ah mais quand tu es vice-champion du monde de constructeur, tu te dois quand même de commencer un peu mieux la saison, ça c'est sûr. Oui. Ça c'est sûr. Mais bon, un truc que j'aimerais bien, que j'aimerais juste ajouter, en tout cas pour Lewis Hamilton, c'est qu'en fait je trouve il s'est vraiment, il s'est adouci, mais en mal. En fait, il a vraiment, c'est un peu comme s'il arrêtait de se battre.
parce que c'est pas pour dénigrer le dépassement d'Alonso, mais alors certes le dépassement d'Alonso était peut-être un peu spectaculaire, mais si vous regardez bien, c'est juste qu'Hamilton s'est pas fermé une porte. Oui. En fait, Hamilton fermait la porte, Alonso il passait pas, c'est tout. Et ben dans ce cas, si on rebondit sur ça, bon, ça a fait polémique l'année dernière, mais qu'est-ce qu'Alonso avait dit pendant la saison quand il y avait eu un fait de course entre tous les deux? Il s'est roulé devant, mais quand il faut batailler dans le trafic, il n'y arrive pas. Et ben, il n'a pas l'habitude de défendre Hamilton. Et là, ça s'est vu, tout à fait, Exo, tu as raison. Alonso, il est passé comme s'il n'y avait pas d'autres voitures à côté de lui. Et puis à prendre en considération aussi que au niveau de la mécanique aussi des voitures, c'est que le début de saison. Quand on voit par exemple qu'à Bahreïn, l'ingénieur de Verstappen lui a demandé de lever le pied et de pas trop forcer sur la voiture et que lui disait je suis en mode tranquille, je suis pas en train de forcer. Est-ce que là on n'aurait pas demandé à ce moment-là à la radio à Hamilton, écoute, niveau des températures des pneus, dégradation des pneus, ça va être chaud, lève un peu le pied, quitte à perdre une position? Ou est-ce que c'est de la nonchalance? On sent, oui, ça peut être interprété de différentes façons. Mais parce que je vois mal quand même un Lewis Hamilton se laisser gentiment dépasser, même s'il n'a pas fermé la porte, je suis d'accord avec toi. Mais je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est de la nonchalance, ça reste quand même... Mais vu qu'on entend, vu que la réalisation nous montre moins cette année à cause des problèmes qu'il y a eu en 2021, les messages radio, peut-être qu'il y a eu une consigne, qu'il y avait peut-être trop de chaleur au niveau des pneus ou un problème au niveau des freins, oui. Donc c'est tout à fait possible que ce soit un problème technique, oui. Oui, il faudrait voir surtout le rythme qu'avait Alonso, à combien de temps il a rattrapé Hamilton. S'il commençait à lui claquer quasiment, je dis une bêtise, mais 5-6 dixièmes au tour, tu peux pas maintenir un mec qui te met 5 dixièmes par tour trop longtemps. Tu vas plus perdre de temps à te défendre, et vu que tu n'as pas la voiture pour justement aller chercher un podium, il vaut mieux laisser passer le mec plus rapide et assurer qu'il t'a perdu une position que te battre et ou partir à la faute ou perdre plus de position que tu vas en perdre si tu le laisses passer. Oui, de toute façon, s'il avait trop bataillé, les autres derrière seraient revenus sur lui, donc oui, il valait mieux quasiment laisser passer que de laisser faire revenir les Ferrari. 5e, il a fini à Bahreïn? Je sais plus. Bahreïn, oui, 5e. 4e Sainz, ouais, voilà. Bon, mais dans tous les cas, j'espère vraiment que ces deux écuries-là vont relever la tête, oui. Ouais, parce que bon, j'ai quand même envie de vivre une belle saison et pas une saison Red Bull qui s'abat tout seul et qui va faire ses petites voilà. Voilà, j'ai envie d'avoir quand même. Je souhaite, comme la plupart d'entre vous, je pense, les gars, avoir plus de batailles. Un championnat serré, et il n'y a rien de plus beau quand on est passionné de Formule 1 de voir le titre se jouer à Abu Dhabi comme c'était le cas en 2021 où on était tous en mode hype de fou pour ce dernier Grand Prix. Voilà, j'espère qu'on va vivre la même saison. Parce que sinon on va revivre Vettel, Mark Webber de 2010 à 2014. Oui, c'est ça. Ou Rosberg, Hamilton, qui gâche un petit peu de la saveur de la saison. Déjà, on l'a attendu cette saison comme Noël. Donc maintenant qu'elle a commencé, voilà, faudrait vite que ça se remette bien en place chez les Cadors pour que la saison donc se finisse en beauté. Les amis, on va passer maintenant au top et au flop. Alors, le top et le flop, c'est très simple. Vous allez me donner, donc, on va commencer par un. Et puis, si vous en vient un deuxième, on peut très bien en débattre. Donc, on va commencer avec Exode. Tu vas me donner, donc, un top de ce Grand Prix de Jeddah. Un top, je dirais Perez, en fait. Parce que... oui. Parce que la vitesse qu'il avait, c'était quand même... il était quand même assez rapide, bon, même s'il est un peu adepte de circuits comme ça, on va dire. C'est vrai qu'il était assez rapide, et quasiment aussi rapide que Verstappen, alors que les essais, tout ça, et on voyait que Verstappen il dominait littéralement. Donc quand même, réussir à garder une cadence comme ça, et gérer toute la course en premier, tout ça, pour moi, c'est... faut avoir la tête froide à ce moment-là. C'est sûr. Quand t'as l'ingénieur qui commence à te dire, en gros, pour la faire, voilà, on va extrapoler, le favori de l'écurie, il est en train de revenir sur toi, tu te dis, bon, on va me demander de le laisser passer, ça m'emmerde un peu, il faut que je lève le pied, il faut que j'accélère pour justement éviter qu'il revienne trop vite, pour éviter de le laisser passer.
C'est vrai que dans la tête, ça doit cogiter. Et puis tu roules quand même à plus de 300 km/h. Je suis d'accord avec toi qu'il faut vraiment garder la tête froide à ce moment-là, ouais. Oui. Et un top pour toi, Géo, peut-être? Pour moi, on va faire plus. Je dirais bien Perez et Verstappen qui sont des tops en soi pour le résultat du jour, mais je vais plutôt mettre en avant la course du rookie de Williams que j'ai bien aimé. Logan. J'allais dire la même chose que toi. Il a extrêmement bien bataillé Logan Sargent avec les deux McLaren que je mettrai d'ailleurs en flop tout à l'heure. Parce que Logan Sargent, lui, il a un très bon rythme. Je trouve que même par rapport à Oscar Piastri, c'est plus encourageant avec la Williams de cette saison ce qu'il fait. Et il est déjà en train de surpasser son coéquipier. Donc je trouve que c'est très prometteur et que ce pilote pourrait, s'il continue comme ça, je pense qu'il réussira peut-être à marquer un point ou deux cette saison. Après, Albon a fait une très bonne course aussi. Hein. Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est que... Le cassage de ses freins. C'est dommage juste qu'il ait eu le problème de frein. Oui, ça c'est... Voilà, ouais. Oui. C'est vraiment dommage. Après, les Williams ont une excellente vitesse de pointe. Hein. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Mais c'est là qu'on voit aussi que entre guillemets entre Logan Sargent et Nicolas Latifi qui est resté là des années, je pense qu'il y a plus de promesses du côté de Logan Sargent. Si vous voulez pour les meilleurs tours, en fait il y a à peine entre les deux rookies que sont Oscar Piastri et Sargent, il y a à peine 2 dixièmes d'écart, mais en fait c'est juste sur le rythme de course qui était un peu plus tenu de par Sargent, aussi le cassage de l'aileron de Piastri aussi, qui fait que Sargent finit devant, en tout cas. Après, ça parlera dans les flops, McLaren, mais McLaren n'a vraiment pas la voiture pour rivaliser, même s'il n'avait pas eu cet accrochage-là, Piastri, oui. Je pense qu'au fur et à mesure de la course, il se serait fait littéralement avaler dans le troisième secteur avec le DRS, quoi. Je pense qu'il n'aurait pas pu rivaliser une seule seconde face à ses concurrents. Donc voilà, on en parlera souvent dans les flops. Moi, au niveau des tops, j'allais mettre Sargent. Mais moi, je vais mettre... du coup, je vais partir sur l'option B. Je vais parler d'Alpine. Voilà, les deux Français, Gasly et Ocon. Ils avaient été présents tout le week-end, que ce soit aux essais, aux qualifs. Ils n'ont pas la voiture pour rivaliser avec les top teams, mais ils font leur petit train-train. Et je pense que c'est une écurie qui va être la meilleure des autres cette année. Je pense qu'Alpine, ça va très bien fonctionner. J'avais eu des doutes un petit peu, alors des doutes sans en avoir, parce que je me suis dit que ça restait des professionnels et que leur petite querelle entre les deux pilotes, Ocon et Gasly, ça allait pas vraiment avoir d'impact, puisque t'es professionnel, donc tu sais passer au-dessus. Mais à un moment donné, il y a une petite lutte en interne là, mais fait une petite bataille en interne et on voit le respect entre les deux pilotes. Donc je pense que ça va les tirer vers le haut et que ce soit aujourd'hui ou le week-end dernier, comme tu l'as souligné, Exot, la course de Gasly. Voilà, le point positif pour moi, ça reste Alpine, Sargent, mais Alpine aussi, c'est pas mal. Tout à fait. Mais je sais pas ce que vous en avez. Oui, vas-y. Ok. Personnellement, pour moi aussi, vraiment, Gasly et Ocon, c'est un peu un top. C'est juste dommage qu'en fait, Ocon avait commencé 6ème, mais il a quand même terminé 8ème, du coup, il me semble. Donc c'est un peu dommage juste de la part de ces deux positions. C'est Leclerc et Verstappen qui sont revenus, donc on va pas trop lui en vouloir. En termes de rythme de course sur les deux courses, même si Gasly a moins de points, Gasly pour moi est devant Ocon, parce qu'Ocon, comme tu le dis, régresse aujourd'hui, même s'il s'est fait dépasser par deux grosses voitures. Mais Gasly, ce qu'il a fait la semaine dernière, plus ce qu'il réussit encore à faire aujourd'hui en finissant dans les points, je trouve qu'en termes de rythme de course et de progression au niveau de la monoplace, Gasly est devant Ocon pour le moment. Même si au niveau du classement, c'est le contraire. En tout cas, il a l'air d'un peu mieux comprendre la voiture, enfin d'après, mais de ce que je vois. Puis, il agit mieux, on va dire, plutôt. Parce que moi, je trouve que Ocon est stable, on va dire, mais Gasly, je pense qu'il arrive à un peu développer ce que possède la voiture. Et c'est vrai.
Donc quoi, je pense qu'on va partir faire une bonne saison chez Alpine, ça fait vraiment plaisir, surtout quand on est français les gars. Ah bah c'est sûr. On va enchaîner les gars, puisque ça fait un petit moment déjà, il nous reste pas beaucoup de temps, donc on va terminer avant d'attaquer le dernier sujet, on va attaquer donc les flops. Donc Géo, tu voulais parler rapidement de McLaren? Ah oui, bah, McLaren qui, bon, comme ils l'ont dit, Julien Febvre et Franck Montagny, ils ont avoué dès le début de saison qu'ils s'étaient trompés sur le concept de la voiture. Mais quand on voit ce que Lando Norris faisait en 2020-2021, même réussir à faire des podiums et faire des très bonnes courses, comme en Hongrie l'année dernière sous la pluie, il a tenu et finalement il a fini au pied du podium alors qu'il aurait pu faire un excellent résultat. Et quand on voit là ce qui se passe depuis le début de saison, en fait beaucoup ont dit que c'était le problème Ricciardo l'année dernière qui était démotivé ou quoi que ce soit. Bon là c'est Oscar Piastri, c'est un rookie, donc il faut qu'il apprenne. Mais là, je les vois mal finir mieux que 8e au constructeur. Et là, pour le moment, ils sont derniers. Et même si Williams commence à marquer des points avec Albon, et si Sargent, comme on disait tout à l'heure, arrive à marquer des points, je pense que McLaren peut finir malheureusement 9 ou 10. Alors, deux équipes qui n'ont pas marqué de points, c'est Alpha Tauri et McLaren, oui. Donc, je suis très inquiet pour McLaren. Et même si tous les spécialistes ont dit que ce serait une saison de transition, pour Lando Norris, c'est sûr que ça doit faire bizarre, vu les résultats qu'il a pu faire par le passé. Alors, le communiqué de... Je n'arrive plus à parler de ça, les gars. Le communiqué de McLaren, donc, a dit qu'il s'était littéralement trompé cette année et qu'il fallait bosser encore plus pour tenter, plus ou moins, essayer, avec mes mots à moi, de sauver les meubles, quoi. Oui. Voilà. Exode, flop, peut-être? Alors personnellement, moi aussi, évidemment, j'allais dire flop McLaren Chrome, hein. Mais moi, je l'appelle comme ça parce qu'il y a quasiment que des stickers de Chrome partout sur la planète. mais je vais un peu changer d'écurie, hein, parce que ça serait pas drôle si on restait sur McLaren. Étonnamment, enfin pour certains, je pense, je vais dire flop en tout cas pour cette course. Flop d'Alfa Romeo. Enfin, il n'y a pas trop porté attention. Bottas, il s'est pris un tour, il est 18ème. Ouais. Et Zhou, il est 13ème. Pour moi, Zhou, il a un peu bataillé avec De Vries, Piastri et tout ça, mais Nico Hülkenberg, je l'ai jamais vu se faire attaquer par Zhou. C'est normal, fait qu'il est à 6 secondes il est 6 secondes devant Zhou, mais c'est normal. Et Bottas, je sais pas comment il a terminé 18ème avec un tour par Perez. Soi-disant, un problème à la fin, ça a été dit à la radio. Parce que quand t'as 32 secondes de retard, il est rentré au stand, il a mis les softs. Oui. Mais on n'a pas eu trop de caméras sur Bottas. Mais oui, d'accord avec toi que c'est vrai que fantomatique les Alfa Romeo aujourd'hui. Donc ouais, d'accord avec toi sur ça aussi, ouais, flop. Mais moi ça va être Fernando Alonso, étrangement, voilà. Donc je l'ai dit en off à Exode, donc je vais dire maintenant devant tout le monde pourquoi. Tout simplement parce que pour moi, à ce niveau-là, quand on s'appelle Fernando Alonso, cette pénalité-là de 5 secondes, la toute première, tu dois pas la prendre. Tu me dis encore Oscar Piastri, Nick De Vries qui arrive à mal se garer, bon d'accord. Alors comme je l'ai dit après à Exode, ça faisait longtemps que Fernando Alonso ne partait pas en première ligne, et donc on n'a pas le repère de la voiture de devant pour s'aligner. Donc forcément, c'est peut-être ça qui a fait qu'il était mal garé et qu'il a pris cette pénalité de 5 secondes. Mais la pénalité de 10 secondes qu'il prend derrière à cause du mécanicien qui touche la voiture, bon, ça c'est vraiment... On a demandé la VAR, on a mis le zoom, on a dû regarder 4 fois le mécanicien, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il a touché la voiture ou quoi. Mais tout part de cette première pénalité, et c'est dommage pour Fernando Alonso parce qu'il aurait pu donc aller chercher son 100e podium aujourd'hui, qui aurait été quand même pas mal. Donc c'est un flop sans être un flop, mais je suis un peu déçu quand même qu'il ait fait cette erreur qui lui ait coûté donc le podium aujourd'hui, tout simplement. Disons qu'on voit, disons quand on voit comment il s'est garé et placé sur la place qui était la sienne, il déborde totalement sur la gauche, il déborde même pas de 3 cm ou de 5 cm. Oh. Il y a tout le pneu qui dépasse. Ouais, c'est ça. Mais on parle quand même d'Alonso, quoi. Oui. En fait,
en fait, je trouve que en fait, c'est un peu bête cette erreur. Moi, en fait, à la limite, ouais, c'était tu veux, enfin, l'équipe qui veut faire les 5 secondes le plus vite possible. C'est bête dit comme ça. Mais en fait, quitte à aller peut-être être à quelques dixièmes un peu plus lent, autant sécuriser les 5 secondes et pas se faire comme Ocon ou Alonso, reprendre 10 secondes derrière parce que t'as touché la voiture 4 secondes 9 après le début de la pénalité. Ouais. C'est un peu bête. Ouais, mais bon, cette erreur part du pilote qu'à la base, quoi. Cette erreur part du pilote. Si c'est lui qui à la base se gare mal, s'il se gare mieux, il n'apprend pas cette pénalité, on n'en parle même pas, quoi. Donc, oui, il n'y a pas la pénalité de ne pas toucher la voiture s'il se gare correctement. Et en plus de ça, donc, tu enlèves les 5 secondes de perdu au stand la première fois, donc tu vois que là, Alonso, au lieu de finir à 15 secondes, il finit qu'à 10 secondes de Verstappen, peut-être. Après, avec des si, on refait le monde, mais c'est une pénalité lourde de conséquences, finalement, et puis ça le prive de podium, donc c'est sa faute, donc ça va, mais avoir un 100e podium après avoir fait donc 2 podiums consécutifs en début de saison, déjà il pénalise un petit peu son équipe, puisque comme je l'ai dit il y a un petit moment, il misait surtout, donc l'objectif c'est de prendre le plus de points tant que justement les top teams derrière, Mercedes, Ferrari, perdent du temps au développement de leur monoplace. C'est des points bêtement perdus que tu perds aujourd'hui en fin de compte. Tout ça parce que t'as pas été capable de te garer, alors qu'on parle de Fernando Alonso, on parle pas comme une nouvelle fois de Vries ou de Piastri, on parle quand même d'un champion du monde, on parle de Fernando Alonso quand même. Oui, surtout que Stroll a pris 0 points avec sa panne, du coup. Voilà, donc c'est des points, même si c'est quelques points, ces quelques points-là en fin de saison peuvent vraiment compter, et là, bon, j'espère sans conséquence pour lui, mais c'est des points perdus bêtement pour moi. Donc ça mérite un flop aujourd'hui. C'est 3 petits points, mais c'est quand même des points importants. On va dire ça à Verstappen et Hamilton quand ils avaient le même nombre de points à Abu Dhabi. 3 points, ça se change tout, quoi. C'est limite, il aurait pu faire le truc. Quand, par exemple, ça va raviver des souvenirs, je pense pour vous. Quand on voit pas quelque chose en face de soi, par exemple, en cours, quand on voit pas le tableau, on lève un peu la tête, limite, il aurait pu faire ça. Oui. Oui, Géo. Non, mais je suis d'accord avec la métaphore. Je suis d'accord avec la métaphore, oui. Oui. Non, mais voilà, c'est juste parce qu'il avait personne. Voilà, habitué à être en milieu de peloton, mais quand t'as personne qui se garde devant toi, tu peux pas t'aligner avec lui, donc forcément tu te fais avoir. Bon, c'est dommage, voilà. Oui. Puisqu'à Bahreïn, il est parti 3ème, me semble-t-il, à Fernando Alonso. Oui. Donc voilà. Bon, on a fait un petit peu le tour de ce Grand Prix de Jeddah. Donc, prochain rendez-vous, c'est Melbourne, le 2 avril, si je dis pas de bêtises. Oui, dans 15 jours, oui. Dans 15 jours, hein, donc là, il va falloir se lever tôt. Ah oui, ce sera tôt le matin, oui. C'est ça, 7h si tu dis pas de bêtises aussi, je crois. Ouais, oui. C'est 7h, je crois, les Grands Prix en France. Ouais. Ça va être dur. Ça va être dur, ouais, c'est ça, va pas falloir sortir en boîte la veille, c'est sûr. Du coup, les amis, on va en rester là pour ce débrief. Donc, on va déjà dire au revoir à nos téléspectateurs. On va commencer avec Exode, peut-être, si t'as quelque chose à dire. Le mot juste passer une bonne journée. N'hésitez pas à checker les chaînes de tout le monde qui sont ici. Merci à toi, Exode. Ouais, voilà. Et juste passer une bonne soirée. Et Géo, le mot de la fin. Merci à toi, Exode, pour ta participation. Tu t'es très bien débrouillé pour cette première analyse de Grand Prix. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Et puis sinon, j'espère que cette première analyse de Grand Prix vous aura plu. Donc avec Anto en guise de commentateur et présentateur, puis moi en tant qu'analyste, on va dire. J'espère que vous serez aussi heureux de retrouver la prochaine édition avec de nouveaux invités en fonction des disponibilités de chacun. Et puis n'hésitez pas bien sûr à retrouver la chaîne d'Anto et ses différents projets qu'il effectue sur sa chaîne avec du bon travail. Et puis évidemment, si vous êtes intéressé par du roleplay sur la Formule 1, il y a évidemment ma chaîne donc, où je fais des saisons roleplay sur F1 22 où je vais entamer bientôt la saison 2025. Donc on avance dans le temps assez vite. Et en attendant, j'espère que vous passerez une excellente saison. Et puis prenez soin de vous. Prenez tous soin de vous. Et puis je vous dis à la prochaine.
rapidement ma pub. Si vous voulez voir aussi les courses de 2022 rapidement avec 2 commentateurs, parce que je fais le commentary avec un ami à moi, n'hésitez pas aussi à venir sur ma chaîne. Ah bah y a pas de souci, le message est passé. Du coup les gars, vous allez avoir les chaînes de Géo et de Exode dans la barre de description. Donc n'hésitez surtout pas à aller cliquer. De toute façon, je pense que vous n'allez pas être déçus déjà dans un premier point. Je vous remercie à tous les deux d'avoir participé donc à mon tout premier débrief. Ça a parlé de tout et c'était vachement plaisant les gars. Donc merci à vous. Quant à nous les amis, on se donne rendez-vous donc pour le prochain débrief qui aura lieu donc le lundi 3 avril sur le débrief du Grand Prix d'Australie. Et d'ici là les gars, enfin surtout les amis, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça donne de la force. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner sur les chaînes de Exode et de Géo et de lâcher le plus gros pouce que vous pouvez sur les vidéos qui vous font plaisir à regarder. Et quant à moi, donc, je vous donne rendez-vous donc le 3 avril à 18 h. D'ici là, portez-vous bien les gars, bye bye. Au revoir à tous. Eh bien, merci à vous, chers téléspectateurs et chers abonnés, pour ce nouveau projet et les débriefs qui auront lieu tout au long de la saison en fonction du calendrier des Grands Prix. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Danto Gaming, qui est l'initiateur premier de ce projet, pour voir la version de sa vidéo et la présentation qu'il aura pu faire. En attendant, on se retrouve très bientôt pour d'autres projets avec la suite de la carrière de Victorino Lombardi. J'espère que vous avez passé une bonne émission en notre compagnie. N'hésitez pas à liker, à commenter et à donner votre avis en commentaire pour le référencement, vu que c'est la première vidéo de ce projet. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Salut!